Bonjour à tous, bienvenue sur cette masterclass France 2030 dans le cadre des masterclass French Tech Central en lien avec différentes capitales French Tech. Aujourd'hui, on a prévu d'aborder l'enjeu agriculture agroalimentaire avec trois étapes de la masterclass. Premièrement, une présentation par Vincent de la mission French Tech en charge du programme Agri20, un panel de trois startups aussi qui déploient des technologies dans l'univers de l'agriculture, et enfin deux projets de territoire avec Meuse Attractivité et le Grand Reims pour finir. Donc pour commencer, sans plus attendre, puisqu'on a peut-être 2-3 minutes de retard, je laisse la parole à Vincent Brenier de la mission French Tech pour nous présenter les dispositifs de l'État dans le cadre des enjeux agri-agro du plan France 2030. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Vincent Brenier, je suis Startup Manager du programme French Tech Agri20 et je vais donc vous présenter les enjeux agri et agro du programme France 2030 ainsi que le rôle de la mission French Tech pour laquelle je travaille et le programme Agri20. Donc les piliers de France 2030. Le programme France 2030 a vocation à soutenir les acteurs de l'innovation et des technologies, notamment les technologies deep tech, en particulier les acteurs émergents qui notamment contribuent à la transition écologique et à une meilleure souveraineté de l'État français, en proposant des solutions qui ont un potentiel de marché et une capacité à créer de la valeur. Voici les 10 principaux objectifs du plan France 2030, avec un budget total de 50 milliards d'euros, 54 milliards d'euros, dont l'objectif 6, doté d'un peu moins de 3 milliards d'euros pour l'alimentation saine, durable et traçable. En l'occurrence, faire des agroéquipements, des technologies numériques, des biointrants et des ressources génétiques pour les filières agricoles françaises, et également accélérer la mutation du secteur agroalimentaire, en mettant au centre des préoccupations les enjeux de durabilité et de santé. Une présentation des différents dispositifs ou de la plupart des dispositifs France 2030 à destination des startups, en particulier notamment du programme French Tech Agri20. Comme vous pouvez voir, différents AMI et AAP. En l'occurrence, actuellement, plusieurs AMI et AP sont encore ouverts, notamment l'AMI équipement pour la troisième révolution agricole, l'AP diversification des sources de protéines, l'AP deuxième vague protéines de légumineuses et l'AP innover pour réussir les transitions agroécologiques et alimentaires. Notre rôle à la mission French Tech est donc d'accompagner cet écosystème à travers divers dispositifs, lui permettant de le développer comme French Tech Visa ou French Tech Central, qui font le lien avec les administrations partenaires en France et à l'international. Nous sommes composés d'une équipe de 25 personnes qui réparties en différents pôles, mais qui coordonnent notamment 6 programmes, dont French Tech Next 40 et French Tech 120, mais également le programme French Tech Agri20. La mission French Tech permet également de donner de la visibilité à cet écosystème à travers les 13 capitales French Tech, les communautés French Tech en France et à l'étranger, grâce au pôle territoire et au pôle international de la mission French Tech. Le programme French Tech Agri20 a donc été mis en place en 2021. Environ 140 startups ont candidaté pour ce programme. Donc vous voyez ici les lauréats, composés de 22 startups dans différentes thématiques, aussi bien l'alimentation saine et durable, les systèmes agricoles et les agroéquipements, la data, l'intelligence artificielle, les fermes du futur, la filière bois, les entrepreneurs du vivant ou le biocontrôle et les biostimulants. Vous trouverez donc également ici sur cette slide les critères d'éligibilité, les critères de sélection. L'important est que les startups candidates proposent des solutions avec un caractère deep tech qui ont un potentiel de disruption des marchés
et une capacité de déploiement sur le marché en France et à l'international avec un fort potentiel. L'accompagnement pour les French Tech Agri-Vin qui est proposé est multiple et il consiste donc à donner une visibilité renforcée, notamment à travers des canaux de communication ou la présence dans des délégations officielles en France et à l'étranger, mais également grâce aux contacts et particuliers à nos correspondants au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ou encore à travers une offre de services spécifiques organisée en briques, financement, international, développement, euh, des recrutements, relations avec les grands groupes, etc. Il nous permet donc d'identifier les besoins des startups, en particulier dans le domaine de la construction de nouvelles réglementations et d'ainsi les aider, mais également à travers une communication entre eux et les communautés des membres French Tech, mais également avec des liens possibles à créer avec les startups du French Tech Next 40 et sans encore par des ateliers et un accompagnement collectif tout au long de l'année. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite bonne continuation. On accueille aujourd'hui donc Nicolas Villemar, CEO de Agrivitech, Mabrouk Aïb, CEO de Hightech, Bonjour. et Colin Chabalier de Exact Robotics. Alors, pour commencer, je vous propose de vous présenter l'un après l'autre, assez succinctement, parce qu'on ira dans plus de détails par la suite. Alors, est-ce qu'on peut avoir un retour sur les... Ok, donc moi je suis... Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Nicolas Villemar, je suis le président et fondateur d'Agrivitech. Agrivitech est une société qui va bientôt fêter ses 2 ans. Ses 3 ans, pardon, on va bientôt passer le cap des 3 ans. Et chez Agrivitech, on développe des solutions numériques pour les coopératives et les négoces agricoles. Donc on travaille exclusivement avec les acteurs industriels du monde agricole sur tous les fondamentaux de ces coopératives, que ce soit les appros, la collecte et la logistique qui s'y a à faire. Donc voilà. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Mabrouk Aïb, je suis président et cofondateur de Hightech Agro. Donc, nous sommes accompagnés par le village Crédit Agricole et incubé à Innovact. Nous sommes un peu plus récents. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le projet, mais on s'est créé donc en juillet de cette année. Et nous avons développé une application mobile pour aider les petites exploitations donc, à être plus profitables et avoir un meilleur impact sur la planète. J'en dirai plus sur l'application tout à l'heure. Donc, bonjour, donc Colin Chabalier, donc directeur d'Exact Robotics. Donc Exact Robotics, c'est une filiale d'un groupe qui s'appelle Excel Industries, qui est un acteur du machinisme agricole qui a démarré historiquement dans la Marne. Actuellement, on est basé à Épernay. C'est une équipe de 45 personnes qui travaille. On a démarré il y a 3 ans et nous développons des solutions de perception, de vision et d'automatisation de machinisme agricole. Très clair, merci beaucoup. Alors peut-être pour rentrer plus en détail dans ce que vous développez, est-ce que justement vous pourriez nous préciser chacun les technologies que vous avez développées justement dans votre secteur d'activité? Quelles techno vous avez développées pour quelle utilité, quel service? Du coup, chez Agrivitech, donc on travaille sur plusieurs parties de l'activité des coopératives. On a développé une chaîne de logiciels qui permettent, dans un premier temps, de travailler sur la partie appro des agriculteurs. Donc, tout ce que les agriculteurs, et quand on parle d'agriculteurs, c'est agriculteurs au sens large, hein. Donc, c'est les éleveurs, c'est les viticulteurs, les maraîchers, etc. Et donc une première brique qui permet aux coopératives, aux négoces de vendre en ligne tout ce qu'elles vendent en magasin au final, et donc de pouvoir trouver une alternative à un réseau de magasins physiques. Une deuxième brique qui est logistique et qui vient en fait compléter cette première, parce que dès qu'on parle d'appro en ligne, on parle de livraison en ferme, et c'est une combinaison des attentes des agriculteurs eux-mêmes et aussi de l'évolution naturelle des choses, parce que
Aujourd'hui, le réseau des magasins, des coopératives et des négoces, tout le monde les connaît, hein, c'est les énormes silos qu'on voit un peu partout dans la campagne. Et ces magasins et ces centres de stockage sont vieillissants, coûtent beaucoup en maintenance. Donc il y a beaucoup de livraisons en ferme qui se font. Donc on a développé un outil qui permet deux choses principales. La première, c'est la dématérialisation de tous les documents de transport. Bon de livraison, documents de sécurité, etc. Et qui permet, grâce à une preuve de livraison numérique, de pouvoir livrer les agriculteurs sans qu'ils soient présents en ferme. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est un algorithme d'optimisation de tournée, donc qui permet, sur la base de toutes les contraintes qu'on va lui appliquer, de pouvoir exploiter au mieux une flotte de camions, que ce soit pour de la livraison en ferme ou que ce soit pour de la collecte, etc. Donc avec l'objectif évidemment de réduire, quand on dit optimiser, réduire la dimension économique de l'utilisation du transport, mais évidemment la dimension écologique avec la réduction de l'empreinte carbone, la mesure et la réduction. Et enfin, on a développé un autre outil qui vient en bout de chaîne, donc une fois que les appros ont été commandés, qu'ils ont été livrés en ferme, qui permet aux agriculteurs d'échanger entre eux les appros qu'ils auraient commandés mais qu'ils n'auraient pas utilisés. Donc de telle sorte qu'on utilise au mieux tout ce qui est vendu et déployé sur le territoire, tout en ayant la meilleure traçabilité sur l'utilisation qui en est faite. Merci beaucoup. Donc si je comprends, vous avez plutôt développé des logiciels une fois la production effectuée, plutôt en termes de distribution, de stockage et de logistique. Oui, tout à fait. Alors, mais du coup, ça vient vraiment répondre à une des activités principales des agriculteurs, qui est comment produire au final. Et les coopératives et les négoces sont des acteurs très très particuliers pour ces agriculteurs, parce qu'en plus de leur donner, enfin en tout cas de leur vendre tout ce dont ils vont avoir besoin sur leur exploitation, que ce soit des matières premières, des semences, des engrais, de l'aliment pour les éleveurs, du matériel, etc. Ils vont apporter pas mal de technicité et de conseils justement sur l'utilisation de ces produits. Alors il y a un sujet hein, sur la séparation du conseil et de la vente, mais on parle là des produits phytosanitaires spécifiquement. Mais après, il y a toute une technicité qui est très spécifique au monde agricole et qui est très pointue. Et il y a toute une compétence, notamment agro, qui est cultivée par les coopératives et les négoces et qui viennent justement supporter l'activité des agriculteurs. Et donc en ça, la dimension d'appro s'intègre quand même dans cette schématique de production des agriculteurs. Ok, merci. Mais on parle bien de logiciel, ça c'est. On parle bien de logiciel. Très bien. Alors, petite question intermédiaire. Est-ce que tous les trois, vous venez du monde de l'agriculture ? Vous avez déjà une expérience chacun ? Alors pour ma part, j'ai une expérience d'un peu plus de 6 ans maintenant dans l'agriculture, puisque avec mon associé, on développe des solutions technologiques pour les agriculteurs depuis à peu près 2015-2016. Sinon, auparavant, je suis à la base, je suis docteur ingénieur en génie industriel, et au fait, l'agriculture reste une industrie avec ses spécificités, bien sûr, avec un contexte différent, mais ça reste une industrie, il faut produire, il y a de la logistique derrière, etc. Ok. Oui, donc de mon côté, je suis un ingénieur télécom de formation, mais j'ai la chance de travailler dans le secteur agricole depuis 2015. Donc là, c'est la deuxième société que je développe dans le secteur, et c'est ma foi très intéressant. Et donc, et moi, alors, un peu comme beaucoup de monde, en fait, dans ma famille, il y a des agriculteurs, grands-parents. Alors mes parents, non, parce qu'ils ont choisi une autre direction, mais dans ma belle famille, ils sont encore, pour la plupart, agriculteurs actifs. Donc mon expérience, elle commence petit pour accompagner mes oncles et tantes à la moisson, parcourir les champs de betteraves. Je sais qu'il y a un des agriculteurs qui est très actif sur Twitter qui a demandé si quelqu'un, enfin, en tout cas, combien de personnes avaient mis les pieds dans un champ de betteraves. Et du coup, je peux lui répondre aujourd'hui que j'ai mis pas mal de fois les pieds dans des champs de betteraves pour aller désherber à la main, donc ça se fait encore. Mais voilà, mais sinon j'ai une formation pareil, école de commerce, ingénieur, et je suis arrivé dans le monde de l'agriculture via le projet de start-up et via les rencontres qu'on a fait au final ici sur le territoire. Ok, merci. Et donc de fait, pour revenir aux technologies que vous développez, Mabrouk. Donc pour notre part, nous avons développé une application mobile, donc comme je disais, pour aider les petites exploitations. Donc elle va leur permettre de centraliser leurs données d'intervention au champ, de gérer de manière assez simple leurs activités, assurer aussi la traçabilité. Et en fait, notre techno est basé sur deux sources d'intelligence.
Il y a l'intelligence artificielle, évidemment, avec des algorithmes qu'on a développés, mais également des conseillers techniques qui sont sur le terrain, et c'est la combinaison des deux qui nous permet de vraiment faire les meilleures, enfin, les prédictions les plus pertinentes et les recommandations aussi les plus pertinentes. Donc après, derrière, il y a différents types d'algorithmes d'intelligence artificielle qu'on va utiliser, puisqu'on a des applications et sur la détection des maladies, donc par anticipation, mais aussi sur l'optimisation de l'itinéraire culturel. Et donc à partir de cette combinaison, en fait, sur l'approche, nos algorithmes vont faire des prédictions, faire des recommandations que l'on va soumettre à des conseillers humains, donc, et qui vont valider et éventuellement faire des recommandations supplémentaires. Et donc, très concrètement, est-ce qu'il y aura un exemple de ce que pourrait Oui, être une des alors, prédictions? Typiquement, parce qu'on parle souvent des maladies type mildiou ou odium, donc nos algorithmes, eux, vont utiliser des données historiques de météo, de pédologie, mais aussi avec l'historique des interventions de l'agriculteur sur le champ. On va croiser ces données et à partir de là, on va déterminer un risque d'apparition de tel ou tel type de maladie que l'on va, donc de manière très ciblée, géolocalisée, et donc transmettre aux conseillers de la région, conseillers de l'agriculteur, pour avoir dans un premier temps une validation et ensuite transmettre l'information à l'agriculteur avec des recommandations. Ok, donc pour pouvoir aussi aménager ces futures opérations en fonction des prédictions qui ont C'est été... exactement ça. Ouais. Ok. C'est ça. Ça permet de choses, enfin, ça permet de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires ou même des fertilisants, parce qu'on les utilise de manière plus pertinente, et ça permet également d'augmenter la production parce qu'on va encore une fois être donc plus précis sur l'utilisation de ces intrants. Et donc du coup aussi une notion de réduction des risques. Exact. Ok. Absolument. Donc on réduit les risques grâce donc à nos outils de prédiction. Risques qui sont liés d'une part aux maladies. Donc l'impact que ça a, c'est 40%, globalement c'est 40% des récoltes qui sont perdues chaque année à cause des maladies, mais également des carences quand on n'utilise pas le bon fertilisant au bon moment, de la bonne manière. Ça, c'est aussi un des soucis qu'on a rencontrés, qu'on a vu chez les agriculteurs, notamment les petites exploitations qui n'ont pas toujours toutes les connaissances techniques sur les nouveaux produits, sur les nouvelles meilleures pratiques. Donc c'est pour ça qu'on travaille d'une part avec nos algorithmes de prédiction pour optimiser, mais aussi avec des conseillers, parce que derrière, il y a aussi de l'accompagnement. L'idée, c'est de les aider à utiliser mieux les intrants, mais aussi à utiliser moins, sachant que sur l'application, nous proposons à l'agriculteur différentes approches. Ça peut être de l'agriculture classique, raisonnée ou bio. En fonction de ce qu'il va choisir, on fera le bon accompagnement. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, alors j'ai beaucoup de questions finalement, aujourd'hui vous avez déjà pu mesurer finalement l'impact positif qu'avaient pu avoir vos solutions auprès des agriculteurs? Alors, bon, comme je le disais, on est assez récent en termes de création. On a utilisé l'application déjà sur la partie prédiction, mais en fait, on passe surtout aujourd'hui par les conseillers. Et donc, il y a déjà un résultat. Mais notre objectif, c'est justement en 2023 de faire un bêta-test avec un certain nombre d'agronomes sur le terrain et d'avoir un retour sur la mesure de la performance de notre solution. Vous avez déjà trouvé vos bêta-testeurs? On va travailler avec Timac Agro, qui est leader français des fertilisants, et on a déjà comme client la FAO, donc, qui utilise notre application, mais essentiellement pour la partie alerte maladie. Ils ont des inspecteurs sur le terrain, et donc ils utilisent notre application. Ok, merci. Je vous en prie. Colin, sur la technologie développée? Oui, donc Exact Robotics depuis 1 an a commencé à mettre sur le marché deux produits. Le premier s'appelle Trax, c'est un tracteur enjambeur autonome pour la vigne étroite. Donc c'est une solution de petit tracteur qui pèse moins de 2 tonnes, qui permet d'automatiser les travaux de désherbage de la vigne et les travaux de pulvérisation.
Donc le principal axe avec Trax, c'est de pouvoir sécuriser l'opérateur et diminuer la pénibilité sur la conduite des machines, et bien sûr de pouvoir adresser les enjeux RH, les enjeux de tension qu'on a aujourd'hui sur le marché du travail autour de ce métier complexe qui est celui de tractoriste. Le deuxième produit que l'on met sur le marché là, depuis quelques tout petits mois, c'est une solution qui s'appelle 3S. C'est une solution dédiée au marché agricole liée aux différentes marques de pulvérisateurs de notre groupe. C'est une solution de caméra qui est montée sur les rampes de pulvérisateurs qui permet de détecter automatiquement les mauvaises herbes et de ne pulvériser des herbicides que là où c'est nécessaire. Donc 3S, notamment, c'est une solution qui peut permettre d'économiser 50 à 80% d'herbicides sur des applications long d'une saison, sur des applications en culture et en interculture, sur des cultures de céréales ou de tournesol, de maïs et de colza. Voilà. Et donc ça, c'est une solution qui est maintenant commercialisée avec une marque partenaire de notre groupe qui s'appelle Agrifac, et donc sur des commercialisations aujourd'hui, principalement sur l'Europe de l'Est. Ok, merci beaucoup. Donc vous n'auriez pas quand même tous les trois des choses à faire ensemble sur toute la ligne de production, de prévision, etc. Alors, simplement, quelle était votre ambition à la base quand vous vous êtes dit « Ok, je vais développer cette techno, je vais développer ce service, cette solution ». C'était quoi l'ambition à la base? Alors, côté Exact Robotics, l'ambition, c'est de dire on a un marché qui a des... On appartient à un groupe qui fabrique des machines depuis très longtemps, depuis plus de 70 ans. On travaille sur des marchés bien évidemment français et des marchés qui sont un peu plus loin en Europe, voire aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Pas mal de problématiques qui sont tirées, et notamment certaines qui sont, on sait, qui sont résolvables par des solutions de deep tech. Maintenant, c'est pas forcément facile à développer des produits industrialisés autour de la deep tech. Et l'ambition a été de trouver un modèle d'affaires interne à notre groupe pour qu'on puisse proposer des options, des solutions concrètes industrialisées autour de deep tech. Donc notre ambition, c'est de dire comment est-ce qu'on s'organise dans un groupe industriel qui a 70 ans pour produire de la deep tech qui est mettable sur le marché à travers nos réseaux de distribution. Voilà. Donc c'est plus un enjeu organisationnel d'un groupe industriel qui fait sa mue. Ok, très clair. Votre ambition, Nicolas et Mabrouk, quand vous avez créé vos solutions? Alors, je vais parler plus spécifiquement de la partie fleet optimisation de tournée et suivi des livraisons. Le tout premier besoin, c'est vraiment né du besoin identifié de pouvoir livrer les agriculteurs sans qu'ils soient présents au moment de la livraison. Donc de pouvoir créer, tout en respectant l'obligation d'avoir une preuve de livraison, de se protéger des contentieux, etc. Mais tout ça dans l'objectif de pouvoir réduire les retours. Parce qu'évidemment, et alors on parle d'agriculteurs, si on parle d'éleveurs, les éleveurs, 90% du temps, ils ne sont pas présents en ferme quand on les livre. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils ne les livraient pas sans qu'ils soient présents, mais il n'y avait pas forcément ce qui permettait de protéger l'un et l'autre d'une bonne livraison. Donc on a développé notre outil vraiment dans cet objectif-là. On en a profité dans sa première version pour dématérialiser tous les documents de transport et créer une application pour le chauffeur qui lui permettait de vraiment simplifier son activité. Donc de passer de sa pile de bons de livraison papier à une application mobile qu'il peut télécharger, dans laquelle il va retrouver toutes les informations, mais aussi au travers de laquelle il va pouvoir faire remonter de l'information. Donc évidemment le suivi de la livraison, que ce soit son bon de livraison signé, sa position, etc. Mais aussi des zones de livraison qui pourraient être non conformes ou même dangereuses. Hein, on pense, et c'est un exemple réel, d'une cuve qui devait recevoir un complément alimentaire liquide pour les bovins et les ovins, et qui en fait était posé sur une pile de palettes perchée à une certaine hauteur. Donc ça, pour le livreur, en termes de sécurité, c'était pas franchement top. Lui, son rôle en plus, c'est pas forcément de devoir corriger ce problème-là, ou en tout cas d'avoir une action dessus. Donc ça lui permet, l'application lui permet aussi de remonter l'information, et ça permet justement au négoce ou à la COP derrière de pouvoir prendre les bonnes mesures et pour pouvoir avancer. Et au final, c'est de ce postulat de base qu'on a créé notre première version, et en creusant et en allant plus loin dans la logistique, où on a intégré d'autres services, notamment un algorithme qu'on a développé en interne pour justement optimiser les tournées et aller plus loin en fait dans cette dimension de simplification et d'optimisation des transports, de l'activité de transport.
Ok, donc clairement, vous avez essayé, vous réussi de répondre à un besoin que vous avez clairement identifié auprès des différentes structures. Complètement. En fait, pour aller même plus loin dans ce postulat, chez Agrivitech, toutes nos solutions ont été co-construites avec nos clients. Donc, on travaille uniquement en SaaS, donc en Software as a Service. On ne vend pas notre logiciel, mais on le loue, pour faire très simple. Mais toutes les solutions qu'on a faites ont été construites avec des COP ou avec des négoces. Donc le besoin, on a vraiment joué un rôle de traduction d'un besoin qu'on a identifié dans les échanges qu'on a avec nos clients en solution techno. Et notre positionnement aujourd'hui, il est 100% pour les COP et les négoces. Et ça se traduit dans des usages, en fait, déjà dans l'intégration d'un environnement technologique qui est quand même s'il est diversifié, qui leur est propre, qui est un peu vieillissant. Mais en tout cas, ça demande du coup de notre côté d'être très agile pour pouvoir se connecter. Aussi au travers d'usages, des façons de présenter des produits, des façons de commander, une saisonnalité, et tout ça fait en fait que la spécialisation sur le secteur agricole fait que nos produits sont vraiment spécifiques et se démarquent d'autres solutions qui ne sont pas forcément spécifiques au secteur agricole. Et donc du coup, dernière question, après je laisserai parole à Mabrouk. Combien vous êtes clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 15 COP et négoces qui sont clients d'Agrivitech. Ça regroupe quasiment 20 000 agriculteurs. Notre ambition, c'est vraiment de grandir pour l'année qui vient au niveau national et de façon opportuniste au niveau international, même si, et on en parlait justement avant le panel, l'organisation du monde agricole n'est pas la même dans les différentes régions du monde, avec des tailles d'exploitation qui ne sont pas les mêmes, avec une organisation autour d'acteurs industriels comme les COP ou les négoces. Enfin voilà, dépendamment des pays, on n'a pas tout à fait la même organisation, mais justement, on a perçu des applications des applications de nos solutions qui pourraient être très pertinentes dans d'autres secteurs, donc c'est sur notre roadmap. Ok, merci. Alors pour notre part, en ce qui concerne l'ambition, il faut revenir un petit peu en arrière. Donc en 2015, quand avec mon associé, on était en train de réfléchir justement, on s'intéressait à l'agriculture parce que c'est d'un point de vue business, un secteur qui forcément va continuer à croître d'ailleurs de manière assez forte. Et on se disait comment on peut contribuer à ce secteur, sachant qu'on était sensible à la problématique de la sécurité alimentaire, qui est vrai dans très nombreux pays. On était à ce moment-là donc en Algérie, on avait donc décidé de créer une première société dans l'agritech en développant une solution de gestion pour les exploitations agricoles qui leur permettait déjà d'avoir des recommandations, mais aussi de permettre donc, de gérer toute une exploitation en termes de traçabilité, etc. Et on s'est aperçu, on ne le savait pas encore, mais on s'est aperçu que les petites exploitations étaient vraiment clés pour la sécurité alimentaire et que la solution qu'on avait développée, elle était surtout pertinente pour des grandes exploitations et c'était ça nos clients en réalité. Et en regardant un petit peu autour de nous, on s'est aperçu que c'était vraiment un constat qui était général, notamment ici en France, où on a participé à plusieurs foires et salons d'agriculture, on s'apercevait que l'essentiel de nos concurrents, on va dire, avaient des solutions qui étaient très très bien pour des grandes exploitations, mais rien pour les petites exploitations, alors qu'elles sont vraiment déterminantes. Et donc c'est à partir de là qu'a germé l'idée de travailler plus avec les petites exploitations et de mieux comprendre leurs besoins, parce qu'on les côtoyait très très fréquemment en réalité. On a aussi développé une solution d'irrigation intelligente qui pour le coup les intéressait aussi. Et donc ça nous a permis aussi de mieux comprendre leur contexte, leur organisation, leurs difficultés. Et donc on a pris cette décision de vraiment focaliser sur les petites exploitations et donc en s'installant donc en France notamment donc dans la région, on a confirmé ce constat qui est vraiment en fait assez général. Il y a peu de solutions pour les petites exploitations alors qu'elles sont vraiment clés sur le sujet de sécurité alimentaire, qu'elles ont un impact forcément important sur la planète parce qu'elles utilisent des intrants agricoles, qu'elles vont avoir de plus en plus de pression à utiliser probablement plus d'intrants pour répondre à une demande qui est en forte croissance. Et on rentre un peu dans une spirale qui est pas nécessairement positive parce que si on n'utilise pas bien ces intrants, notamment les produits phytosanitaires, ils sont moins efficaces, les fertilisants aussi. Donc il y a en fait des rendements décroissants si on ne les utilise pas assez bien. Et donc à un moment donné, on s'est dit qu'il va falloir qu'on intervienne
pouvoir sortir de cette spirale et au contraire, d'une part, améliorer la profitabilité des petites exploitations. On sait que de plus en plus, elles disparaissent et ça va être un souci majeur. Et d'autre part, leur permettre d'avoir un impact plus positif, comme je disais tout à l'heure. Ok, donc, et en vous tournant spécifiquement vers les petites exploitations, vous êtes donc venu déployer le projet en France. Pourquoi avoir choisi la région Grand Est? Alors pourquoi la région Grand Est? Donc à la base, on était accompagné par Business France, qui nous avait proposé différentes régions et différentes villes pour nous installer. Donc il y avait Reims, il y avait également Orléans et Angers. Donc on a échangé avec les responsables de ces différentes régions et on a visité aussi ces régions. Et on a en fait tout de suite accroché avec Grand Est et avec l'équipe du Grand Reims. D'abord par rapport à la réactivité, le professionnalisme, mais aussi par rapport de manière un peu plus globale sur la stratégie qui a été retenue par le Grand Est sur le développement de la bioéconomie et s'appuyer aussi sur les startups, sur l'innovation. Pour nous, ça, c'était aussi un des facteurs clés, on va dire, sur le choix. Ok, très clair. Et ben justement, ça m'aurait fait une super transition pour après, mais on va encore discuter encore un peu. Je pourrais la ressortir tout à l'heure. Merci. Alors, je crois qu'on a déjà commencé à bien mesurer vos projets, vos sujets, mais très concrètement, peut-être avec des exemples ou des chiffres. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi vous participez clairement à cette transition agro-agri? En quoi vous y participez avec vos solutions et à votre niveau? Je vais reprendre. Donc, ma réponse, je vais prendre avec la solution 3S. Aujourd'hui, on considère, alors quand je dis on, c'est enfin côté en tant que fabricant de pulvérisateurs agricoles, donc on est quand même le premier fabricant de pulvérisateurs agricoles en Europe, groupe Excel Industries. Donc effectivement, le sujet de l'application des produits phytopharmaceutiques, ça nous sent concerné. Et on considère qu'avec des usages de ce qu'on appelle de la pulvérisation localisée, donc on expérimente ces technos depuis 2016. Donc on l'expérimente en France, on a un gros bassin de clientèle en Europe de l'Est et Europe centrale et en Australie. Donc on expérimente depuis 2016 et on considère que ça va être un changement majeur dans l'application de pulvérisation agricole. On vient positionner du produit que sur les plantes qui en ont besoin. Et c'est un changement majeur, puisque depuis plus de 50 ans, on applique sur tout le champ, uniformément. Depuis une dizaine d'années, on vient moduler dans ce champ, selon certaines variables que l'on vient mesurer, soit par drone, soit par satellite. Et là, on vient mesurer avec des caméras qui sont embarquées sur les machines. Alors, je ne sais pas si on n'a peut-être pas de visuel là. On vient mesurer à la plante près ce que la plante a besoin, quel type de plante c'est. Donc le premier usage, c'est l'application des herbicides. Et donc ça va nous permettre de d'économiser sur des passages de désherbage interculture, c'est plus de 80 à 90, voire 95% d'économie. Donc, et là, typiquement, on utilise du glyphosate. Sur des usages en culture, donc sur des usages de désherbage en post-levé, donc là, ça va être, selon les situations, de 30 à 80% d'économie. Donc là, c'est un usage qui est très pragmatique à voir aussi. Quand on voit ces machines fonctionner, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça avant? Bon, la technologie ne le permettait pas. Certains agriculteurs, sur certains usages de ronds de chardon, ouvrent manuellement leur pulvérisateur sur des ronds de chardon, parce que c'est facile à faire. Un rond de chardon, c'est suffisamment gros pour pouvoir le faire. Maintenant, quand les plantes sont plus petites et à très grande échelle, c'est quasi impossible à faire. Et donc là, on vient amener un automatisme qui est relativement simple à comprendre. Il y a de la techno derrière, bien sûr, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de l'électronique complexe, mais c'est une invention qu'on considère importante pour continuer à produire. Alors, ça permet de continuer à utiliser des matières actives de façon plus frugale, de façon plus ciblée, et notamment ça permet de travailler sur la gestion des résistances aux herbicides, puisque l'utilisation de ces caméras permet aussi, à travers quand on passe sur chaque parcelle, d'établir des cartographies complète de là où sont les mauvaises herbes et donc de générer une donnée agronomique qui a toute sa valeur dans le contexte de conseils indépendants, de conseils agronomiques.
Ok, bien joué. Merci. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, non, je sais pas. Du coup, je sais pas si éventuellement tu veux rebondir là-dessus, vu que N'hésitez pas à vous challenger À aussi, hein. rebondir. Bon, là, pour le coup, je vais surtout expliquer quel résultat on peut atteindre. Donc, nous, selon nos estimations, on peut réduire jusqu'à pratiquement 70% l'application de certains produits phytosanitaires. Pourquoi? Parce que si on arrive à anticiper la déclaration de la maladie avant qu'elle fasse des dégâts, bah, c'est toujours mieux de ne pas être dans le curatif en fait. On estime que l'on peut atteindre une réduction jusqu'à 30% sur certains fertilisants, parce qu'en fait, souvent, il y a une surutilisation, notamment qui peut venir des conseillers agricoles, des conseillers technico-commerciaux qui vont, n'ayant pas l'information précise sur l'état de la culture, l'état du sol d'un client donné, vont en général avoir tendance à majorer. Et encore une fois, augmenter aussi la production, donc on estime ça à 10%. Donc ces chiffres, on a fait des estimations sur la base de modèles et sur la base aussi de papiers scientifiques de recherche. Maintenant, il reste à les mesurer. C'est justement l'objectif qu'on a donc, avec Timac Agro, qui sont très intéressés, eux, par la performance de leur solution. Donc, ce n'est pas juste de vendre des fertilisants, c'est surtout d'avoir un impact positif chez l'agriculteur, parce qu'ils savent que il ne s'agit pas de vendre plus, mais il s'agit de vendre mieux, et donc s'assurer que ces agriculteurs seront encore leurs clients demain, soit parce qu'ils sont satisfaits, soit parce qu'ils sont déjà toujours existants, ce qui est aussi un vrai sujet. Et donc l'approche qui est la nôtre, donc de baser notre outil sur et de la prédiction et de soumettre ça à des conseillers, ça leur permet eux-mêmes en quelque sorte d'optimiser leur tournée auprès de leurs clients agriculteurs et d'être beaucoup plus pertinents sur des recommandations plutôt que d'être génériques, parce qu'ils n'ont pas le temps, il y en a beaucoup, et ils ont une pression eux-mêmes. Donc forcément, c'est très difficile pour eux d'être vraiment pertinents, d'être vraiment performants. Là, ils ont l'outil qui leur permettra de gérer ces interactions de manière beaucoup plus structurée et intelligente. Voilà. Très clair. Et donc, c'est-à-dire que vu que vous ciblez essentiellement donc des petites exploitations, est-ce que votre solution aussi participe, je dis bien participe, à sauvegarder ces petites exploitations si justement vous disiez qu'elles étaient amenées plutôt à disparaître? C'est vraiment, ça fait vraiment partie de nos ambitions, parce que ça sera un sujet très très complexe si on ne le traite pas dès à présent. Ce qu'on est en train d'observer en termes de tendance, c'est qu'elles ont tendance à disparaître, et c'est très inquiétant. On ne saura pas faire sans. Donc je ne sais pas comment on fera, mais on ne peut pas manger que du blé, du colza et de la betterave, malheureusement. Donc c'est un vrai sujet pour nous, hein. C'est ce qui nous motive vraiment. Ok, merci beaucoup. Et nous, du coup, les chiffres qu'on a pu voir, alors ça va se positionner à différents moments sur la possibilité de pouvoir se prémunir des retours, parce que l'activité de transport, quand on l'a en livraison et en retour, ben, l'impact il est double. Donc avec la possibilité de pouvoir livrer les agriculteurs, même s'ils ne sont pas là, chez certains clients, on a diminué les retours de plus de 60%. Donc ça, c'est plutôt important. Après, sur l'optimisation de tournée, on arrive à aller à des gains jusqu'à 20% sur l'utilisation de la flotte de camions. Alors sur des acteurs qui sont de taille un peu plus importante, il y a déjà une certaine optimisation qui est faite, mais sur des acteurs qui sont de taille plus réduite, il y a certains acteurs hein, qui sont sur une activité très spécifique et qui adressent des éleveurs au niveau national, par exemple, mais qui vont avoir une dizaine de camions et pour qui l'activité va être de livrer les éleveurs, mais aussi de pouvoir récupérer de la matière première sur le trajet. Tout ça dans un environnement où il n'y a pas forcément de technologie à la base et où les éleveurs vont plutôt avoir tendance à dire bah, il me faudrait tant de tel produit pour dans 2 jours parce que j'en ai plus et il faut que je nourrisse mes bêtes. Donc ça leur demande d'avoir une certaine souplesse au niveau de leur organisation et planification de tournée, chose qu'ils arrivaient à faire dans une certaine mesure avec l'organisation qu'ils avaient, et avec les outils qu'on a mis en place, ils ont eu des gains qui étaient absolument énormes.
Donc ça a un impact économique, mais évidemment écologique sur la réduction de l'empreinte carbone du transport. Et le transport en poids lourd, ça a une empreinte carbone qui est quand même très lourde. Donc sur ça, c'est un point important. Et la dernière partie, c'est vraiment sur les échanges qui sont faits entre agris, d'appros qu'ils auraient commandés et qu'ils n'auraient pas forcément utilisés. Ce que l'on voit, si on reste à l'échelle on va dire, de la Champagne-Ardenne, même si les régions ont grandi, mais c'est là où on a le cœur de cette activité aujourd'hui, notamment sur les semences. À partir du moment où une campagne de semences est ouverte, on a, dans la semaine qui suit, plusieurs centaines d'échanges qui se font entre agris. Et ça veut dire plusieurs centaines de livraisons ou de retours qui ne sont pas à gérer, et l'impact carbone de la production et de l'acheminement de ces semences qu'on a économisé. Donc, et en tout cas qu'on a valorisé. Donc en ça, on a un impact aussi qui est important. Alors après, nous, chez Agrivitech, on a aussi une ambition qui est modérée, hein. On ne vient pas transformer, en tout cas, l'impact que va avoir le monde agricole en termes de carbone et de décarbonation, mais on essaie d'y contribuer à la hauteur justement de ce que peuvent apporter nos technologies sur l'organisation et sur l'utilisation d'une flotte existante. Mais c'est déjà pas mal, non? Bah, tant mieux. Merci beaucoup. Alors, parce que je vous ai fait déjà assez parler, je pense, peut-être pour finir nos échanges, si, alors, vous êtes à différents stades de maturité, effectivement, mais si on devait se projeter dans quelques années, est-ce que vous pourriez vous positionner sur une ambition forte relative à vos projets? Du coup, pour continuer, hein, nous, par rapport, si je reste sur cet exemple de l'optimisation de tournée, donc je disais tout à l'heure, hein, nous, chez Agrivitech, on va bientôt fêter nos 3 ans, on est 10 collaborateurs à travailler chez Agrivitech, on a des clients principalement dans la région Grand Est, mais on a des prospects partout en France aujourd'hui, donc vu que les cycles de décision des acteurs industriels sont un peu longs par rapport à l'habitude des startups d'aller très vite, on va tout closer l'année prochaine, c'est ce qui est en train de se profiler. Mais notre ambition donc, est d'aller répondre aux besoins des acteurs industriels du monde agricole au niveau national, mais aussi international. Et plus spécifiquement sur notre outil de livraison, aujourd'hui, notre ambition est de porter, tout en restant dans le secteur agricole, l'utilité de cette techno et de cet outil à d'autres usages. On parle des livraisons, on parlait tout à l'heure de la collecte. Donc ça va être par exemple d'optimiser, donc la collecte c'est le fait d'acheter la production des agriculteurs. Si on parle de grandes cultures, c'est leur acheter leur blé, leur colza, etc. Il y a certaines collectes qui se font pendant la moisson avec des conteneurs qui sont mis en bout de champ. Tout ça, il y a une logistique qui est derrière, le fait de pouvoir identifier lesquels sont pleins à quel moment et lesquels aller déposer. Tout ça organisé avec une flotte de camions qui va aller déposer et récupérer la collecte. Donc ça c'est un usage qu'on est en train d'adresser. Un autre qui est au niveau de la méthanisation, notamment avec des méthaniseurs de taille importante, où la collecte de matières premières pour alimenter le méthaniseur est un enjeu. Un enjeu en termes d'optimisation de collecte, mais aussi de traçabilité. Il y a une réglementation d'ailleurs qui évolue sur ce sujet-là. Et un dernier usage sur lequel on réfléchit, c'est l'optimisation de l'utilisation du matériel agricole, tracteurs, etc., notamment dans les grandes exploitations avec ce qu'on appelle les ETA, donc c'est les prestataires de services qui travaillent à temps plein ou temps partiel sur une exploitation, et donc d'optimiser, de rationaliser l'utilisation de ces tracteurs pour aller faire, je dis les tracteurs en exemple, mais tout le matériel, pour aller faire ce qu'ils ont à faire au travers de leur parcelle. Et ça, il y a une optimisation pour pouvoir utiliser au mieux le bon matériel au bon endroit, au bon moment. On rejoint un petit peu dans les sujets que vous évoquez, et c'est des sujets ultra passionnants, notamment au niveau de la pulvérisation de pouvoir et de la prédiction de pouvoir mettre la bonne dose au bon endroit au bon moment. C'est une formule qu'on a pas mal entendue et il y a un enjeu qui est énorme. Et aussi, du coup, dans l'utilisation du matériel, c'est l'utiliser au bon endroit au bon moment avec un parcours qui est rationalisé pour toujours aller dans la réduction de l'impact carbone. Donc c'est un petit peu les perspectives de développement qu'on voit pour cet outil. Ok, donc encore pas mal de boulot, quoi. Ouais, encore beaucoup de boulot, oui. Pour notre part, donc, en termes d'ambition, déjà, d'un point de vue géographique, évidemment, la région Grand Est et la France, c'est notre marché prioritaire, mais on a vocation à aller à l'international, donc on s'intéresse évidemment à l'Europe, à l'Afrique et à l'Inde. D'ailleurs, on a
aujourd'hui des partenaires, comme je vous parlais de la FAO et de Timac Agro, qui sont présents sur ces régions et qui déjà nous sollicitent pour y aller. Ensuite, en termes de transition écologique, vous avez compris que nous, ce qu'on veut faire, c'est gérer deux problématiques. Hein. C'est la profitabilité des petites exploitations, parce que si elles disparaissent, ce sera un grand souci. Mais c'est aussi l'impact sur la planète. Donc, accompagner ces petites exploitations dans la transition écologique. Mais derrière, il y a un enjeu de profitabilité. Elles n'iront pas vers du bio ou de l'agriculture régénérative si c'est on va dire, c'est des solutions qui ne sont pas financièrement et économiquement tenables. Donc, nous travaillons justement sur des outils de modélisation qui permettent d'optimiser, d'améliorer les rendements et la gestion budgétaire, donc faire en sorte que la transition de plus en plus écologique soit aussi une transition qui soit économiquement soutenable. Voilà. Ok, très clair. Et en tout cas, pour le développement international, vous pouvez refaire appel à Business France. Oui. Alors, si on doit positionner une ambition dans les prochaines années, pour nous, il y a un jalon fort qui est 2030. 2030, le Green Deal et les objectifs de réduction des usages des produits phytopharmaceutiques. Donc nous, on a ce jalon en tête assez fortement. Et l'ambition sera assez simple, hein, c'est qu'un maximum d'agriculteurs européens aient accès à ce type de technologie, soit à travers du matériel neuf, soit à travers des installations, ce qu'on appelle en rétrofit. Parce que pourquoi devoir acheter du matériel neuf pour pouvoir y accéder ? Et on sait que tous les agriculteurs européens ne renouvelleront pas leurs pulvérisateurs d'ici 2030. Donc notre enjeu est de comment on se déploie industriellement en termes d'accès à ce type de technologie d'ici là. Ok, c'est aussi une belle ambition. Eh bien, merci beaucoup. Alors peut-être, avant de vous laisser tranquille, peut-être qu'il y a des questions, que ce soit dans la salle ou sur le chat LinkedIn. Très bien, c'est que c'était suffisamment clair. Eh bien, merci beaucoup à vous trois. Et puis, dans ce cas-là, je vous laisse retourner dans le public. Et puis, je me permettrai de partager aussi vos solutions par la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci French Tech East de nous avoir invités. Avec plaisir. Pour la suite, pour la dernière partie, on va accueillir donc Guillaume Gigan, je sais jamais comment on dit, Gigant, Guillaume Gigant, bon, on aura tout fait. Guillaume Gigant avec moi, donc directeur adjoint de Meuse Attractivité, et Franck Mode en visio, chef de projet bioéconomie sur la communauté urbaine du Grand Reims. Est bien connecté. Alors, peut-être avant d'aller plus dans le détail, je vais vous demander tous les deux de vous présenter succinctement. Guillaume, je te laisse commencer. Si ton micro fonctionne, mais je pense que oui. C'est bon. Parfait. Bonjour à tous. Comme tu l'as dit, je m'appelle Guillaume Gigant, je suis le directeur adjoint de Meuse Attractivité, qui est une agence récente, un peu nouvelle, née dans la région Grand Est, hein, qui est apparue en 2019, pile au moment où le Covid nous a tous pris, et donc une agence qui est vraiment opérationnelle depuis le début de l'année 2021. C'est une agence d'attractivité, et comme son nom ne l'indique pas, elle s'occupe de deux grands sujets, hein, à la fois le développement du tourisme et le développement économique. Un peu sur le modèle de ce qu'on a en Moselle aussi, une agence un peu plus ancienne que nous, Moselle Attractivité. Sachant que dans beaucoup de départements français, on va souvent avoir des agents qui s'occupent soit de développement économique, soit de développement touristique. Donc cette association loi de 1901, elle est financée par la région Grand Est, et d'où le lien qui a été fait tout à l'heure avec la stratégie de la région sur le développement de l'innovation et de l'agritech. Et puis par le département de la Meuse et par les Codecom et comme d'Aglo de Meuse. Voilà un peu la structure. On est une quinzaine de personnes, et donc on est en train de se mettre en place petit à petit pour essayer de faire de la Meuse le premier département rural innovant de France. Voilà un peu l'ambition, il faut la mettre un peu haut, faut se challenger un peu, donc on est parti là-dessus. C'est un beau challenge. Merci. Franck, est-ce que vous êtes bien parmi nous? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Eh bien, bonjour à tous, je suis donc chef de projet bioéconomie et recherche au sein de la communauté urbaine du Grand Reims dans la direction du développement économique.
ma mission est multiple. J'ai un passé de développeur économique qui me permet aujourd'hui, au travers de ce sujet, d'aborder tous les pans qui vont de l'innovation jusqu'à l'accueil d'entreprise, sur notamment un sujet phare pour le territoire du Grand Reims, qui est autour du bioraffinage. C'est-à-dire donc l'utilisation, l'exploitation des coproduits agricoles pour produire un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui vont soit dans vos réservoirs de voitures, soit dans vos crèmes pour faire de l'antiride, etc. Bien sûr, je vous présenterai tout à l'heure un peu la stratégie. Cette stratégie n'est pas centrée autour de la bioraffinerie, elle est autour de la bioéconomie. Et donc la bioéconomie, ça part du champ jusqu'au réservoir, par exemple, ou votre assiette. Et puis, pour aller plus loin sur l'aspect recherche, donc, nous sommes financeurs d'un certain nombre de sujets de recherche, dont, je dirais, une majorité sont traits à la bioéconomie. Et donc, je suis en charge de suivre ces sujets, notamment le bon usage de cet argent public. Très bien, merci beaucoup Franck. Est-ce que du coup, vous pourriez nous présenter cette stratégie bioéconomie du Grand Reims un petit peu plus en détail? D'accord. Mais dans ces cas-là, je vais peut-être partager une présentation. Bien sûr, allez-y. Je vais essayer de faire court. Hein. Hop. Si le partage veut bien partir. C'est bon pour vous? Alors, pas encore. Oui, c'est bon. C'est bon. D'accord. Ok. Donc, pour vous situer, le Grand Reims, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes au cœur de la plaine champenoise, au sein vraiment d'un écosystème de production de céréales et de betteraves. L'agriculture est donc vraiment très présente, même si nous sommes une agglomération de 143 communes avec 300 000 habitants. Il faut savoir que 2/3 de ces habitants sont concentrés dans le cœur de cette communauté urbaine. Pour faire bref, ce sont aujourd'hui des ressources quand même assez importantes au niveau des céréales et des betteraves. Je ne vais pas vous faire le détail des autres productions. Elles sont majoritairement transformées sur le territoire. Donc, 10 millions de tonnes dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres sont collectées autour de Reims. 7 millions de tonnes sont directement transformées sur site. Pour majorité, farine, amidon, sucre, éthanol, et puis en plus petite quantité, des productions intermédiaires pour la chimie verte. Nous avons cette chance d'être un territoire labellisé territoire d'industrie. Il y a donc maintenant un petit peu plus de 3 ans, avec 50 acteurs dans ce secteur, très peu. Et la plateforme de la bioraffinerie, je vous dis que je ne parlerai pas que de la bioraffinerie, mais elle se retrouve au même niveau qu'un certain nombre d'autres plateformes industrielles de chimie. Donc c'est quand même quelque chose qui est reconnu et très important pour nous à ce niveau-là. Si on regarde donc la bioraffinerie, c'est à Bazancourt-Pomac, cet ensemble d'entreprises, avec donc des sociétés qui pour certains sont connues, d'autres moins connues. Mais l'objectif n'était pas de vous présenter ces entreprises. Par contre, si on regarde un petit peu sur le reste du territoire, on se rend compte que au-delà de cette dizaine d'entreprises, on voit qu'un certain nombre, principalement autour de la valorisation de la biomasse, mais aussi, si on regarde ici Artec Drone, autour des agtech, se sont développés, implantés sur le territoire. Et si on rentre sur le côté intramuros, on voit ici un certain nombre d'entreprises qui, pour certaines, sont dans la biscuiterie, puisque la bioéconomie, je le rappelle, c'est la valorisation des ressources du vivant. Donc, c'est aussi produire à manger. Et donc, si on regarde, un certain nombre ici, en gras, d'entreprises qui sont aujourd'hui dans les agtech. On en a 2 aujourd'hui qui se sont présentées, qui sont donc, au sein du Grand Reims. Alors, le projet de territoire, puisque c'est ça que vous vouliez voir. On est sur un territoire qui a décidé donc il y a maintenant près de 2 ans, de construire un projet global, un projet pour lequel il s'agit de se réinventer.
donc se réinventer pour partager une vision collective, mais aussi qui puisse se traduire à l'échelle de l'ensemble du territoire. 143 communes, 6 sont très urbaines et les autres sont plutôt rurales. Donc il s'agit en fait d'une transformation du territoire au travers de l'innovation, mais aussi de la transition écologique. Alors vous m'arrêtez si je vais trop vite, hein, mais je pense que ce n'est pas la peine d'aller non plus trop loin dans les détails par rapport à ce qui est écrit sur les slides. Ça va, Donc on on se arrive à projette, suivre. On ouais, arrive à on se suivre, c'est projette bon. sur une dizaine d'années, sur 10 ans, avec un cap. Donc le premier, c'est devenir un territoire référent en neutralité carbone et en transition écologique. Et pour ça, avec 3 ambitions: se réinventer, se resituer, se rassembler. Et en faisant cela, il y a 6 chantiers principaux, dont le développement économique, avec la bioéconomie, qui devient une des pierres angulaires de cette stratégie de territoire. Notamment, j'en parlais avec la plateforme de Bazancourt-Pomacle, mais aussi en travaillant sur un club de la bioéconomie au niveau du Grand Reims, donc incluant ces acteurs industriels, mais aussi tous les autres acteurs, qu'ils soient aussi bien de l'agtech comme de l'agroalimentaire. Et bien sûr, on est là pour parler de ça, c'est tout ce qui est challenge, innovation, et donc tout ce qui permet aujourd'hui d'aboutir à la création de valeur ajoutée sur le territoire, soit par le développement des entreprises, soit par l'arrivée de nouvelles entités. Je vous parlais aussi tout à l'heure des aspects neutralité carbone, c'est quelque chose qui est important, puisque aujourd'hui, les activités de bioraffinage, par exemple, sont aussi fortement contributeurs, même si de plus en plus, aujourd'hui, leurs procédés sont décarbonés, sont contributeurs aussi aux émissions de gaz à effet de serre. Donc l'idée est d'allier les deux dans cette stratégie. Alors, la stratégie de développement de la bioéconomie, ça passe aussi par la recherche et l'innovation. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 chercheurs sur l'ensemble du territoire qui travaillent sur la bioéconomie, toute activité confondue, avec au niveau de la bioraffinerie le Centre européen de biotechnologie et de bioéconomie, qui a aujourd'hui une réputation internationale, ainsi que l'Université de Reims, qui travaille sur les différents sujets, donc agrosciences, environnement, biotechnologie et bioéconomie, qui travaille donc avec le CEBB sur ces 2 derniers points. Et puis, chose non négligeable, c'est ce terrain d'expérimentation, un vrai terrain de jeu aujourd'hui, avec 240 hectares sur Terra Solis Farm, donc, qui est une ancienne base aérienne qui a été reconvertie en terrain d'expérimentation agricole et qui permet aussi l'accueil de sociétés qui demain ont des projets d'innovation, notamment dans l'agtech, avec par exemple aujourd'hui un vrai partenariat qui a été développé avec Massey Ferguson, mais aussi des startups avec Artec Drone qui est installé sur ce site. Alors, 2 exemples pour vous montrer aujourd'hui les conséquences de cet investissement massif dans la recherche et l'innovation. ARD, qui est une société de recherche privée et de production de preuves de concept, qui a été fondée il y a 30 ans par les agriculteurs, qui ont été visionnaires. Il ne faut pas oublier aussi que sur ce territoire, les agriculteurs ont été visionnaires, tant d'un point de vue technologique qu'agronomique. C'est ce qui leur a permis aussi d'avoir, il y a 30 ans, cette idée de mettre de l'argent dans la recherche et l'innovation. Et aujourd'hui, ARD propose des services à des sociétés comme Global Bioénergie, qui est une société qui est née du Génopole il y a près de 10 ans, et qui vient de démontrer, et notamment un partenariat avec Shell, qu'il est possible de produire de l'isobutène à l'échelle industrielle. Et donc, ils viennent de livrer leur premier litre de nouveaux carburants pour l'aviation biosourcés. Et ceux-ci ont été produits à Bazancourt-Pomacle. Et puis, donc, pour les agtech, bon, je vais passer très vite, mais si vous regardez aujourd'hui le nombre d'entreprises qui ont démarré dans un garage, nous avons ici à Reims un exemple avec Vitibot, qui a démarré à Châlons dans un garage, effectivement, il y a quelques années de ça maintenant, il y a un peu plus de 4 ans, et qui aujourd'hui a annoncé la prise de participation majoritaire par le groupe Dutzfar, et qui donc aujourd'hui passe de l'échelle de concept. Si on regarde dans l'image de gauche, c'était ni plus ni moins qu'un espèce de petit chenillard,
Et aujourd'hui, en bas à droite, on voit que le process a bien évolué d'un point de vue comment dire, marketing, mais aussi technologique. Et donc, on est vraiment au passage à l'échelle industrielle avec la prise de participation de Dutzphar. Donc, ceci est effectivement complémentaire des différentes activités, notamment aussi avec les acteurs locaux, qu'ils soient pharmaciens ou plus largement. Et donc, ici, notre objectif est vraiment d'avoir une stratégie et une politique qui nous permettent de travailler sur tous les pans de la bioéconomie, du champ à l'assiette. Et l'avenir passe autant par les agtech, ça c'est clair, que les biotech, mais aussi de l'agro-industrie. Et tout ça pour une valorisation toujours plus verte et défossilisée de nos productions agricoles et de nos systèmes de production agricole. Donc la dynamique pour nous, elle est là pour accueillir ces nouveaux développements. La preuve, c'est les 10 entreprises que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, qui sont start-up dans l'agtech sur le territoire du Grand Reims. Bon, il y a Agrivitech, Hightech qui sont présents aujourd'hui. Et ce qui est important aussi, je pense, je ne vais peut-être pas assez souligner, c'est le travail en réseau. Que ce soit sur la bioraffinerie ou aujourd'hui avec TerraSolis, l'important est de travailler en réseau. Sans ça, on ne fait pas de telle réussite. Donc la French Tech East et Invest in France font partie de ces acteurs qui aujourd'hui permettent d'asseoir cette stratégie et grâce à cette reconnaissance aussi sur ces sujets. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Franck. C'est une belle présentation parce qu'on voit bien que le Grand 1 s'investit énormément dans la recherche, développement, innovation et surtout le soutien aux entreprises aussi sur le territoire. D'ailleurs, j'ai pu découvrir la semaine dernière aussi la granularité et surtout la diversité des acteurs qui agissent dans l'univers de la recherche sur le territoire du Grand Reims. Donc, bougez pas, on vous reposera quelques questions juste après, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Guillaume, peut-être si tu veux bien désormais nous présenter le projet du territoire. Je vais carrément changer de fauteuil parce que comme ça je pourrais voir l'écran et toi en même temps. C'est une bonne idée. Sinon c'est compliqué, je vais attraper un torticolis. Est-ce qu'on peut avoir la présentation? De notre côté, je vais commencer par présenter un peu le territoire de la Meuse. On est sur une problématique, c'est ça qui est intéressant, assez complémentaire parce que très différente de ce qu'on va trouver sur le Grand Reims. La Meuse, c'est un territoire rural, c'est 184 000 habitants. C'est un territoire qui dépend beaucoup de l'agriculture. On est en train de découvrir un peu les codes de notre marque territoriale. J'ai vu que c'était des sujets sur lesquels on réfléchit aussi du côté de Reims. La slide suivante, on a... ça sera mieux si j'ai la petite télécommande. Super. Merci. Top. Donc là, on a une présentation. Alors là, je ne vois rien du tout, donc je vais m'éloigner encore plus. Hop. On a une présentation un peu du contexte de tout ce qui est agri en Meuse. On a quand même une activité économique qui tourne à 21% sur tout ce qui est agri. Ça représente 15% de l'emploi salarié et non salarié, ce qui est important si on compare avec d'autres départements en France. On a un écosystème assez intéressant avec la présence d'agro-industrie, d'acteurs assez connus dont on ne sait pas forcément qu'ils sont très bien implantés en Meuse, que ce soit Lactosérum, Hochland avec la fromagerie Hutin, Schreiber, groupe américain sur la transformation du lait également, la compagnie des fromages Richemont, Bonduel, Saint-Michel, EMC2, coopérative agricole importante, l'ULM qui est l'Union laitière de Meuse, Réval, et puis aussi deux acteurs que j'aime bien citer, Renard Gillard et Dongé, qui font du brie de Meaux, mais on oublie souvent on ne sait pas que 80% du brie de Meaux est meusien en fait. Donc vous voyez beaucoup d'acteurs de transformation du lait, c'est une composante majeure, ça vient en premier quand on parle d'agriculture en Meuse, c'est l'industrie laitière. Et puis aussi de l'industrie du matériel agricole, avec des exemples comme Perrard ou le groupe Cheval qui interviennent sur le matériel agricole. Et puis il y a la partie forêt aussi, puisque c'est près de 40% du territoire qui est couvert de forêt. Pourtant, un territoire qui est très méconnu au sein du Grand Est, qui n'a pas de grande métropole. Le chef-lieu, la préfecture, c'est Bar-le-Duc, c'est 15 000 habitants environ. Verdun, c'est 18 000 habitants. Et on se retrouve, nous, au centre de la région Grand Est, avec le besoin de se faire connaître, le besoin de montrer les opportunités, et le besoin de montrer qu'on est très bien placé, en fait, puisqu'on se trouve au centre du triangle Metz-Nancy-Reims. On est à 1 heure en TGV de Paris, 1 heure en TGV de Strasbourg, et c'est pas assez connu. D'où l'idée
de travailler le lien entre ce patrimoine agricole hyper fort en Meuse et puis l'innovation, parce qu'on a quelque part, ce que je dis toujours, un pied dans les champs et un pied à Paris ou un pied à Strasbourg. Alors c'est la petite flèche. Hop. Je présente rapidement l'agence Meuse Attractivité, mais j'ai déjà fait tout à l'heure. C'est surtout rappeler qu'on intervient sur 3 objectifs principaux pour la Meuse, référencer, je parlais de la notoriété, nous notre boulot ça va être de faire connaître la Meuse là où elle n'est pas connue, et puis de mettre en avant tout ce qui se fait d'innovant en Meuse. On a des acteurs de l'innovation, notamment dans le secteur industriel, qui ont des enjeux importants. Quand on est en Meuse et qu'on appartient à un grand groupe international, l'idée c'est de ne pas être seulement une ligne sur un tableau de coûts, il faut arriver à montrer qu'on a une raison d'exister et pas n'importe où en Meuse. Et c'est pour ça que quand on parle de lactosérum, quand on parle de hutin au sein du groupe Hochland, ce sont vraiment des groupes qui sont, enfin des sites qui sont considérés comme des laboratoires au sein de leur groupe au niveau international. Parce que c'est en innovant qu'ils arrivent à montrer la pertinence de leur implantation sur le territoire. Et donc l'innovation chez nous, elle passe beaucoup par les industries. Professionnalisé parce qu'on est là, nous, pour apporter des éléments, notamment de marque territoriale, de marketing, pour que les acteurs se fassent mieux connaître en dehors du territoire, et puis convertir, parce qu'on a aussi l'enjeu, j'en ai vu un mot tout à l'heure dans la présentation de Reims, de faire venir sur le territoire meusien des nouveaux résidents, pas que des entrepreneurs, mais aussi des familles, pour lutter contre la situation démographique aussi d'un territoire rural, qui est celle de la plupart des départements ruraux de France, qui perdent des habitants, alors même qu'on a un territoire fibré, qu'on a cette accessibilité qui permet à des entreprises de s'implanter. Donc l'idée, c'est de travailler le marketing territorial pour faire venir des gens, et pas seulement des entreprises, mais bien sûr aussi des résidents, des familles. Alors c'est pour ça qu'on a mis en place des codes de marque. Je les montre rapidement pour vous permettre de situer un peu comment on se positionne. On a décidé de parler de la Meuse d'une manière finalement assez honnête et simple. On sait qu'on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, mais par contre on a une vie locale, on a la vie des villages, on a un positionnement assez juste finalement et équilibré. Et c'est ça qu'on propose aux entreprises qui viennent s'installer chez nous, c'est une certaine justesse. On n'est pas loin des grandes métropoles, mais en même temps on a cette qualité de vie. On voit un exemple là en haut, Juste des pailles bonnes pour la planète. Là, c'est une entreprise qui a développé une solution à base de seigle pour faire des pailles, et qui aujourd'hui livre leurs pailles à des grands restaurants comme celui de Guy Savoie à Paris. Et donc c'est cette innovation-là heureuse qu'on retrouve dans nos paysages meusiens. Donc nous, notre stratégie, elle est fondée sur 4 axes qu'on détaille ici très brièvement. Donc l'agritech, bien sûr, la bio- et agroforesterie, la préservation de la ressource en eau, qui est fondamentale chez nous. Et puis on a vu un épisode de sécheresse quand même assez fort cet été, qui nous fait réfléchir à cette thématique-là. Et puis pour faire du lait, je parlais d'industrie laitière, il faut de l'eau. Et donc c'est une ressource primordiale chez nous. Et puis tout ce qui tourne autour de l'énergie. Concrètement, on s'est donné plusieurs objectifs. Alors je devrais presque commencer par le deuxième. L'agence, elle est là pour créer un écosystème dédié à l'innovation. Pour accueillir des startups, il faut leur proposer beaucoup plus que des subventions, beaucoup plus que des dotations financières, même s'il en faut. Il faut leur proposer la mise en réseau, dont on a parlé tout à l'heure, l'accompagnement, la constitution de réseaux de bêta-testeurs pour que, en fonction des technologies à déployer, pour qu'elles trouvent un intérêt à venir chez nous. Donc c'est ce qu'on anime, c'est ce que Meuse Attractivité est en train de travailler, en mettant en place un groupe de partenaires, alors que ce soit les industries dont j'ai parlé tout à l'heure, les industries de fabrication, les collectivités bien sûr, les labos de recherche, les agriculteurs eux-mêmes. Nous, on a pour ambition finalement de créer ce lien entre cet écosystème meusien et les sociétés qui souhaitent s'installer chez nous. Et ça doit nous emmener horizon, on va dire une dizaine d'années, vers la structuration sur la zone d'activité de Meuse TGV, parce qu'on a 70 hectares disponibles autour de la gare Meuse TGV, qui est au cœur de la campagne meusienne, à la création d'une ferme expérimentale de 35 hectares, avec 35 hectares de plus qui pourraient être dédiés à la mise en œuvre de démonstrateurs. Donc ça, c'est notre ambition, mais plutôt que de construire les murs sans avoir forcément d'acteurs à l'intérieur, on commence par la mise en réseau, on commence par le point 2, accueillir des startups, les encourager à venir chez nous, tester avec elles des solutions, et puis les inviter à s'implanter. Troisième action, mais qui a déjà commencé, c'est la mise en œuvre d'une conciergerie pour accueillir les entreprises, les entrepreneurs et bien sûr les salariés sur le territoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a créé au sein de l'agence
il y a désormais une hotline meusienne qui permet de suivre les gens qui s'installent chez nous, de les conseiller à la fois dans leurs implantations foncières, mais aussi de la vie de leurs salariés, comment scolariser les enfants, dans quels assos sportifs ils vont s'épanouir, les aider dans leurs projets immobiliers perso, l'emploi du conjoint aussi qui est très important quand on veut s'implanter dans un territoire rural. C'est souvent un sujet, on trouve un boulot pour soi, mais le conjoint ne trouve pas forcément. Et bien désormais, on a un service d'accompagnement pour faciliter tout ça. Et puis, une dernière slide un peu pour décrire où on en est aujourd'hui. On a lancé un concours lors du Salon de l'Agriculture cette année, en partenariat avec la Ferme Digitale et avec la French Tech East. L'idée, c'était d'inviter finalement des startups à venir tester grandeur nature leur technologie chez nous. On a 5 candidats qui ont répondu. On va sélectionner les lauréats, mais on les accompagnera tous à la fin du mois de janvier. L'idée, c'est de leur donner une petite dotation financière, mais surtout l'accès à des locaux au centre d'affaires de Meuse TGV, donc ce pied dans les champs, ce pied à Paris, et puis de créer sur mesure un réseau de bêta-testeurs, les mettre en relation avec coopératives agricoles, agriculteurs exploitants, pour tester soit des clients, des fournisseurs, et voir comment leur technologie s'adapte au territoire, en fonction évidemment de leur niveau de maturité. Deuxième sujet, l'accompagnement sur mesure. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place avec des startups du territoire, parce qu'évidemment, on a aussi des velléités d'innover qui viennent de Meuse. Ce n'est pas seulement attirer des startups de l'extérieur, mais c'est aussi développer les projets qui naissent de chez nous. Et donc là, on est déjà dans cette phase d'accompagnement et de création de bêta-tests avec aujourd'hui une startup en particulier qui a un projet assez ambitieux sur les farines, l'utilisation de farine avec à base d'insectes. Donc on est sur ce travail-là. Et puis l'accueil des startups au long cours dans le partenariat, dans le réseau offert par l'environnement Ferme Digitale French Tech East. La mise en place de la conciergerie, j'en ai parlé, ça c'est depuis septembre, c'est actif. Donc on est déjà sur de l'accompagnement des entreprises du secteur pour accueillir les clients qui viennent sur le territoire quand ils viennent visiter des opportunités d'investissement, quand il s'agit de montrer l'écosystème à des salariés qui viennent s'installer, quand on a des problématiques de recrutement pour faire venir par exemple des profils 4 sup en Meuse, on est là pour accompagner et montrer qu'autour de l'entreprise, il y a un cadre de vie, il y a un écosystème, et puis aussi tout simplement suivre les dossiers pour que les gens s'installent chez nous. Et puis le répertoire du foncier disponible, c'est aussi une des missions de l'agence pour accompagner les projets d'investissement. On a cité tout à l'heure Investisseurs de France et ce genre d'acteurs qui amènent chez nous des dossiers de prospects. Et nous, pour les convaincre de venir en Meuse, évidemment, qu'on met en ordre finalement toute l'offre foncière du territoire et on essaie de présenter les choses de la manière la plus efficace possible en fonction de la performance économique des projets de ces prospects. Voilà pour la petite présentation de Meuse Attractivité. Alors, on peut revenir sur les slides. Merci beaucoup. Je prends juste, je vais repasser sur la slide précédente. Merci beaucoup, Guillaume. Alors moi, je retiens essentiellement la hotline meusienne, que je trouve c'est un concept très intéressant. Elle s'appelle même Marie-Pierre, elle a un petit prénom. Et puis le président de French Tech East étant également meusien, je pense qu'il serait que le premier soutien dans la dynamique installée et la collaboration aussi qu'on mène. Alors, merci pour vos deux présentations. Moi maintenant j'ai une question et vous avez déjà commencé à l'aborder vis-à-vis des projections à 10-15 ans. Alors aujourd'hui, si on se projette déjà à 5 ans et si on se projette aussi à 10 ans, en quoi les territoires du Grand Rhin et de la Meuse auront participé à cette transition agroécologique? Pour nous, l'enjeu, ça va être de vraiment commencer à situer la Meuse comme un territoire qui est incontournable là-dedans. Donc on est un peu... c'est à la fois déjà une évidence quand on parle d'industrie et d'acteurs qui sont déjà sur le territoire, mais pas encore quand on parle de start-up. Et donc pour nous, l'enjeu, ça va être d'ici 5 et 10 ans, de faire venir sur le territoire, de montrer le territoire et de fidéliser des technologies innovantes qui vont inventer chez nous finalement, non pas l'agriculture de demain, parce qu'on me dit toujours demain, maintenant c'est plutôt l'agriculture d'aujourd'hui qu'il faut inventer parce qu'il ne faut pas tarder. Et donc on souhaite ça. On souhaite créer ce lien entre un ADN de Meuse qui est lié à l'innovation, plutôt dans l'agro-industrie,
et puis l'écosystème nécessaire avec les startups qui vont venir finalement apporter une certaine étincelle avec cette agilité qui les caractérise pour se greffer finalement sur ce patrimoine meusien. Ça, c'est vraiment notre ambition, dont la vitrine merveilleuse, ce serait d'arriver à créer un peu ce territoire expérimental sur Meuse TGV qui permettrait aux gens qui passent par chez nous de voir, au-delà de nos très belles forêts, qu'on a aussi déjà des écodomes, qu'on est déjà lancé là-dedans et qu'on est le territoire accueillant de demain sur ces problématiques-là. Ok, alors parce que tout à l'heure, c'est vrai que j'ai noté aussi le terme de ferme expérimentale. Donc, et on note aussi une stratégie sur le territoire de la Meuse, essentiellement tournée aussi vers les startups. Donc, c'est-à-dire que c'est en accueillant ces startups, en leur permettant d'utiliser les ressources disponibles sur le territoire, c'est en ce sens qu'on arrivera aussi à mesurer en quoi la Meuse participe à cette transition agroécologique. Oui, avec un défi qu'on trouve dans beaucoup de territoires, au fond, c'est qu'on a souvent des acteurs de la tech qui, même s'ils viennent pour beaucoup de l'agriculture, n'ont parfois pas les bons contacts en fait, avec ce monde-là qui est assez particulier. Et donc on pense, nous, que c'est la position géographique quelque part de la Meuse qui en fait un acteur évident pour créer ce lien finalement entre le monde agricole, le vrai, et puis des technologies qui pourtant sont très utiles, très efficaces et qui ont besoin justement de cet appui, de cet accompagnement pour trouver les débouchés dont elles ont besoin. Ok, très clair, merci. Alors je propose qu'on fasse un point dans 5 ans. Voilà. Franck, si on doit positionner, si on doit projeter en tout cas le Grand Reims dans 5 et 10 ans, comment le Grand Reims participera justement à cette transition agroécologique dont on parle ? Alors, à 5 ans, je pense qu'on pourra avoir de nouveaux développements autour des agtech, et notamment avec Terra Solis Park, donc sur l'ex-base aérienne 112. L'idée étant de travailler avec les acteurs de l'accompagnement local. Hein, donc, je pense à Innovact au travers de Quest for Change, bien sûr le Village by CA et donc le réseau French Tech East. Sachant qu'aujourd'hui, on en est qu'aux prémices. Hein. J'ai réussi à identifier une dizaine d'entreprises aujourd'hui qui sont dans ce domaine sur le territoire du Grand Reims. C'est déjà plutôt bien. Quand on voit aujourd'hui, au travers de la ferme digitale, le nombre d'entreprises qui sont dans ces secteurs-là, il y en a certaines qui peuvent demain aussi trouver parfaitement, prendre pied sur le territoire au travers de ces outils à 5 ans. Et à 10 ans, l'idée, c'est vraiment de décupler cette activité, sachant que c'est aussi une des solutions. Hein, Exact Robotics, ça fait très longtemps qu'ils travaillent sur le precision farming, donc c'est vrai que c'est un sujet qui est déjà à l'étude depuis très longtemps, notamment au travers des filiales d'Invivo, avec AgroSolutions, entre autres, Ousmag, qui est aussi une belle société née sur le territoire de la Champagne-Ardenne. Et puis, si on regarde sur l'aspect bio-raffinage, l'existant est déjà très fort, puisque la bioraffinerie de Bazancourt-Pomac, c'est 219 hectares. L'idée à 5 ans, c'est de permettre à cette bioraffinerie non seulement d'avoir de l'autre côté de l'autoroute des développements d'activités connexes, mais aussi demain, sur le moyen long terme, les capacités à ce que les entreprises existantes sur cette bioraffinerie, notamment, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais on a 2 entreprises à capitaux étrangers qui sont ADM, donc ADM, qui est un des gros leaders américains de la collecte et de la transformation des céréales, et puis Givaudan, un groupe suisse qui a racheté une spin-off d'ARD, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce groupe suisse, aujourd'hui, fournit L'Oréal avec un certain nombre de molécules qui rentrent dans les crèmes anti-rides, par exemple, ou les autobronzants. Donc l'idée, c'est de consolider ces acteurs en place et de faire venir autour de ces acteurs, donc sur un développement de la zone d'activité de la bioraffinerie sur plusieurs dizaines d'hectares, de façon à ce qu'à terme, on puisse consolider encore et surtout structurer ce développement qui s'est fait de façon très incrémentale sur les 50 dernières années. Ceci grâce aux agriculteurs, ce dont je parlais tout à l'heure, hein, ces innovations technologiques et agronomiques, ces agriculteurs, moi j'appelle ça des business farmers qui ont été visionnaires ces 30 dernières années, donc permettre à 10 ans d'avoir vraiment un écosystème qui aura augmenté ses capacités à transformer cette biomasse et surtout à produire une partie des solutions pour l'agriculture, notamment avec les bio-intrants. J'ai entendu parler tout à l'heure des intrants, donc de tous les bio-intrants sur la biostimulation ou on va dire les pesticides biosourcés, hein, pour
pour parler vulgairement. Ok, très clair, c'est aussi des belles ambitions et des beaux projets au-delà des ambitions. Donc c'est-à-dire, si je comprends aussi, et je me refocus toujours essentiellement sur les startups, puisque c'est le sujet en tout cas de la French Techie, c'est-à-dire que toutes les startups qui visent à développer aussi des solutions sur les sujets qui vous ont amené à participer à cette table ronde aujourd'hui, peuvent très bien se tourner vers le Grand Reims ou Meuse Attractivité pour trouver des partenaires de développement aussi en termes de territoire. Oui, c'est exactement notre rôle, hein, c'est de proposer l'accompagnement de long cours qui parfois fait défaut parce que c'est chacun en fonction d'un certain niveau de maturité. Par exemple, Village by CA, ça va être à partir d'un certain niveau aussi de maturité, et on les connaît. On a parlé de travailler en réseau tout à l'heure. Nous, on ne s'arrête évidemment pas aux frontières de la Meuse. L'idée, c'est de créer des passerelles aussi, c'est de partir de la logique et de la réflexion d'un entrepreneur qui va évidemment pas faire cesser son activité dès lors qu'il arrive à la frontière administrative entre la Meuse et la Haute-Marne, par exemple. Et donc nous, notre intérêt, c'est de partir des besoins de l'entreprise, de comprendre bien ça, et ensuite de leur faciliter l'accès à ce réseau-là, que ce soit chez nous, chez nos voisins, de créer des synergies avec l'Université de Lorraine, bien sûr, et quel que soit, j'ai envie de dire, le niveau de maturité, et même la technologie, à partir du moment, bien sûr, où ça peut s'appliquer vis-à-vis de l'écosystème présent en Meuse. Donc on a un gros majeur sur l'industrie du lait, bien sûr, mais ça fonctionne aussi, bien sûr, si c'est applicable à l'industrie céréalière, etc. Mais voilà, on a cette, on va dire, cette agilité-là que n'ont pas d'autres acteurs. On connaît bien le réseau et on est là pour faciliter le lien, que ce soit avec les partenaires publics ou privés. Donc n'hésitez pas à frapper à la porte de l'agence. On est là pour vous marquer à la culotte si vous souhaitez vous installer chez nous. Voilà. On saura relayer les contacts. Franck ? Moi, je vais avoir à peu près le même discours, effectivement. On a la chance, nous, d'être une petite équipe, d'avoir un niveau de réactivité plutôt important, comment dire, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que pour nous, ce qui est important, c'est que si on prend la biotech, les bioraffineries, on a aujourd'hui un écosystème qui est celui qu'il est aujourd'hui grâce au fait qu'on a une échelle de TRL, donc les Technology Readiness Levels, qui avait été à l'époque dessinée par la NASA, qui est complètement couverte sur le territoire. C'est-à-dire qu'on va de la recherche académique en passant par la recherche appliquée jusqu'à la démonstration et le déploiement d'activités industrielles. Et c'est aujourd'hui aussi sur cette base où il y a encore quelques trous, effectivement, des maillons manquants, que l'on veut sur la tech aussi avancer et donc permettre, au travers de l'accompagnement avec nos outils, et puis avec Terrasolis. Donc Terrasolis a aussi une existence qui va au-delà du Grand Reims, puisque c'est une association qui couvre le Grand Est, entre autres. C'est vraiment permettre l'épanouissement de ces sociétés avec un vrai terrain de jeu. Je vous ai parlé de ces plus de 240 hectares qui permettent quand même pas mal de choses pour ces entreprises. Très clair. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter une ultime réflexion ? Pour moi, c'est très bon. On a été synthétique, donc. Ok. En plus, sur le timing, on est absolument parfait. N'ajoutons rien. Merci beaucoup, Franck et Guillaume, pour ces interventions relatives à vos territoires respectifs. En tout cas, je retiens quand même qu'il y a des notions effectivement de développement du territoire de la Meuse et du Grand Reims, mais il y a toujours la logique de réseau et de dimension Grand Est dans ce qu'on peut construire sur le territoire en termes d'innovation, notamment dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, qui est l'agritech et l'agroalimentaire. Merci beaucoup, Guillaume et Franck. Est-ce que, alors, il y a une ou deux questions ? Vous avez été également très clair. Merci beaucoup. Et puis, je propose qu'on s'arrête là-dessus. Merci à tous ceux qui ont suivi cette masterclass, en espérant que ça puisse ouvrir des horizons et des perspectives. Merci.